merci d'être venu à cette conférence qui est organisée par le projet Clé de Sol. On a déjà organisé 2 conférences avant, une sur définir la biodiversité et une autre sur la biodiversité agricole plus précisément. Donc vous pouvez les retrouver, enfin la première en tout cas sur notre chaîne YouTube. Et donc maintenant on va vous parler donc, de Fontainebleau plus précisément pour aller un peu plus loin sur un territoire. Et donc on est ici avec Claire Tenu et Maud Chevalier. Donc Claire, tu es diplômée en 2007 de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et tu développes une pratique de la photographie lyrique et spéculative. Tu as soutenu en 2016 une thèse de création artistique dans le cadre du programme doctoral SACRE et en 2019 tu es engagée dans la création de 2 observatoires photographiques dans la vallée de Seine en Normandie et à la forêt de Fontainebleau, donc tu nous en parler plus. Et Maud, toi tu as fait une double licence de biologie géosciences à la Sorbonne et un master de géosciences à l'UNS. Et donc tu as fait des recherches sur les paléocourants au Muséum national d'histoire naturelle, puis sur l'impact de l'acidification des océans sur la biodiversité des milieux côtiers à l'IPSL. Et l'année dernière, tu as fait une étude du rôle des feux de forêt dans le cycle du carbone via le carbone pyrogénique dans la forêt de Fontainebleau, au Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive, donc au CREF. Et donc ça aussi, tu vas nous en parler dans la suite. Donc moi, je vais juste commencer par vous présenter un peu Fontainebleau pour ceux qui ne connaissent pas trop cette forêt. Donc elle est située dans le sud de l'île de France, juste ici. Donc c'est un massif de 25 000 hectares, dont 17 000 sont en forêt domaniale, et donc c'est une voie qui est un peu fragmentée, on voit, elle est coupée par de nombreuses routes, donc notamment la 6 ou la N7. Et donc je vais retracer un petit peu son histoire. Donc c'est il y a 40 000 ans qu'on a une installation de première population nomade aux abords de la forêt. Donc à l'époque, les hommes ne rentraient pas trop dans la forêt. Mais petit à petit, ils se sont installés et donc on a notamment des traces d'arbres rupestres qui datent du Mésolithique. Ensuite, au Moyen-Âge, la forêt elle est fragmentée entre des petits seigneurs, puis elle devient donc, propriété royale. Donc le roi va s'installer au château de Fontainebleau au XIe siècle. Quand ce sera un de ses domaines, donc elle est utilisée pour la chasse, mais aussi comme bois de chauffage. C'est aussi un point stratégique militaire parce qu'elle est sur la diagonale de la France. Et voilà, donc elle est utilisée plutôt pour la noblesse française. Et ensuite, c'est sous Colbert qu'on va commencer les premiers aménagements et les chantiers de plantation. C'est aussi au XIXe siècle qu'elle devient une réserve artistique, donc il y a plein d'artistes qui ont commencé à peindre la forêt. Et au XXe siècle, on a une création de réserves biologiques à la fois intégrales et dirigées dans toute la forêt. Donc un petit peu d'écologie, elle est constituée à 45% de chênes, 40% de pins sylvestres et 10% de hêtres. Et donc comme on l'a vu, la plupart de ces essences, elles ont été plantées. C'est pas des essences initiales. C'est une carte un peu compliquée, mais il y a plein de dispositifs qui permettent de protéger la forêt. Donc notamment en vert foncé, il y a les réserves biologiques intégrales, donc c'est les réserves qui sont fermées au public, mais il y a plein d'autres mesures comme les zones de Natura 2000 qui vont protéger plutôt les oiseaux ou des réserves de biosphère sur toute la zone. Et donc, comme on l'a vu, c'est aussi une grande inspiration pour les artistes. Donc il y a l'école de Barbizon qui va être une association d'artistes qui se regroupe à Barbizon, qui est au nord de la forêt, et donc ils vont notamment, il y a Camille Moreau, mais aussi Narcisse Virgilio Diaz de La Peña qui vont peindre des tableaux de cette forêt. Mais il n'y a pas que des peintres, il y a aussi des photographes, comme ici Charles Famin en 1874, et plein d'écrivains célèbres qui vont inclure et parler de la forêt de Fontainebleau dans leur livre, donc Alfred de Musset, Georges Sand, Stendhal, Balzac, Maupassant et aussi Bernard Weber, les fourmis, c'est voilà. Du coup, Claire, je te laisse commencer sur la présentation.
Bonsoir à tous, merci de votre présence et merci à Alice et Nelly pour l'invitation. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mené entre 2020 et 2023, qui est un observatoire photographique des paysages sur le massif forestier de Fontainebleau, qui est une commande de l'Office national des forêts. Et un observatoire photographique des paysages, c'est un dispositif qui existe depuis une quarantaine d'années, depuis le début des années 90, dans la suite de ce qu'on appelait les missions de la DATAR, qui étaient menées par le ministère de l'Aménagement et qui étaient des commandes passées à des photographes sur le territoire, pour justement avoir des représentations de territoire. C'est un peu au grand moment, à la fois de l'intérêt pour l'aménagement et pour les enjeux paysagers, dans les réflexions sur le paysage. Et donc, au début des années 1990, le ministère de l'Environnement décide de lancer des observatoires photographiques des paysages, enfin un observatoire photographique des paysages qui est national, mais en fait qui s'est scindé, en fait il y a plus d'une centaine aujourd'hui d'observatoires photographiques des paysages. Et le principe, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe, un dialogue entre un artiste, photographe, auteur et une équipe technique qui a un regard expert sur un territoire, sur un périmètre donné par rapport à des enjeux paysagers. Et le principe, c'est donc que l'ensemble de l'équipe et des partenaires puissent développer alors on peut appeler ça un outil, on peut aussi penser que c'est plus qu'un outil justement, mais ça on pourra en discuter, d'observation de l'évolution des paysages. Le principe, c'est qu'il y a sur un périmètre donné un ensemble de sites qui sont photographiés avec une création de point de vue par le photographe et en dialogue justement sur le choix et l'orientation avec toute l'équipe. Et ensuite, ces points de vue sont renouvelés, refotographiés régulièrement dans le temps, ce qui permet en fait d'avoir une archive finalement sur... je vais vous montrer, ça va être... Par exemple, si je vous montre tout simplement un premier point de vue, donc là, je l'ai mis parce que c'est le point de vue numéro 1 dans la numérotation assez aléatoire de cet observatoire. Mais donc on a un point de vue, alors diptyque, ça je pourrais en parler aussi éventuellement si ça vous intrigue. Vous avez un premier point de vue en haut, qui est la création du point de vue en l'hiver 2020, et puis un point de vue ultérieur qui est l'été. Parce que là, à la demande d'ONF, j'ai donc créé les points de vue en 2020-2021, au moment de l'hiver, et ensuite sur 2 ans, comme c'était le lancement de l'observatoire, j'ai réalisé des reconductions tous les 6 mois, à la fois en été et en hiver, ce qui fait qu'on a 1 an d'écart sur 2 hivers de suite, ou 1 an d'écart sur 2 étés de suite, et ce qui permet d'avoir déjà un ensemble de reconductions, et étonnamment qui permet déjà de voir certaines évolutions parfois minimes et parfois assez dramatiques, comme on pourra voir tout à l'heure. L'intérêt d'un observatoire, c'est donc que ça... Voilà, il y a donc un cadrage. Moi, je crée des points de vue. Là, sur la forêt de Fontainebleau, il y avait un ensemble de sites qui avait été prédéterminé. C'est-à-dire qu'au moment où je suis sélectionné pour mener ce travail, l'ONF et les différents partenaires du projet, il y avait par exemple l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau, le musée des peintres de Barbizon, le département pour tout ce qui est justement domaine routier qui traverse la forêt, etc., avaient déjà, ils avaient présélectionné des sites par rapport à des enjeux qui pourraient être importants à observer sur l'évolution de la forêt, sur l'impact du dérèglement climatique par exemple, sur la surfréquentation qui a en fait un impact aussi énorme sur certains sols, sur l'érosion des sols, etc. Les différentes dynamiques végétales en fonction des projets qui sont menés, de la façon dont l'ONF décide de gérer certaines parcelles. Voilà, grosso modo, les différents aspects qu'on souhaitait réussir à observer. Et puis, de manière générale, il y avait tout un pan aussi qui concernait la question de l'activité en forêt, avec ce que l'ONF appelle les conflits d'usage, parce qu'eux, ils ont leur propre activité. Il y a les forestiers, j'ai suivi pas mal de forestiers dans leur travail. Et puis, il y a aussi toutes les activités de loisirs qui, aujourd'hui, prennent une place assez importante dans cette forêt. Donc, j'ai essayé de les intégrer au point de vue, ou parfois de faire des points de vue complémentaires sur ce sujet-là.
Là, je vais vous montrer un ensemble. Donc, il y a eu une quarantaine de sites que j'ai photographiés, la création de 60 points de vue, avec parfois 2 points de vue par site ou enjeu, parce que des fois, un point de vue ne suffisait pas justement à pouvoir être sûr de pouvoir suivre certains enjeux. Là, je vais vous montrer une sélection, je ne vais pas tout vous montrer, parce que qui vous permet de voir la diversité des points de vue, des paysages aussi. Là, par exemple, on a une mare de platières. Alors, les platières, c'est ce qui se trouve un peu en surplomb des cailloux rocheux, au-dessus des cailloux rocheux, les cailloux grès, qui sont assez typiques de la forêt. Et donc, ce sont des mares qui sont. La seule arrivée d'eau, ce sont les eaux pluviales, en fait. Donc, ce sont des mares qui ont une variation entre l'été et l'hiver qui est assez importante. Mais y compris ce qu'on peut voir là entre le premier point de vue d'été et le troisième point de vue qui est à nouveau l'été suivant. Que justement en conditions de sécheresse, on a une disparition de la mare, en fait, tout simplement l'été. Là, un autre cas qui concerne le dépérissement des arbres qui prend une proportion assez importante là en ce moment. Enfin, depuis 3-4 ans, en fait, on voit énormément de parcelles où les arbres dépérissent, notamment les pins. Parce que comme tu l'as indiqué, par exemple les pins, il y a des pins qui en forêt de Fontainebleau seulement depuis le 19e siècle. Il y a eu vraiment une volonté de plantation de pins. Aujourd'hui, c'est une des espèces dominantes dans la forêt, mais en fait, il n'y en avait pas du tout il y a plus de 150 ans. Et aujourd'hui, ce sont les premiers arbres qui dépérissent, en fait, parce qu'ils se sont installés sur des sols assez pauvres, qui sont justement soit les platières, par exemple, ou des zones qui sont du sable. Et là, par exemple, on a un premier point de vue et l'évolution du point de vue. Alors, moi, quand je fais ce point de vue, je vois déjà que les arbres, en fait, sont tous dépérissants. Et en fait, on voit en 3 ans, parce que là, on a 2021, 2022, 2023. Voilà, on voit que là, et là, si on y retourne, en fait, le dernier arbre qui est à peu près debout, il n'est plus debout aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, on voit. Et moi ça, c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir en si peu de temps, en fait, voir les arbres d'un site comme ça qui tombe à terre, quoi. Voilà, mais là on est sur un vrai enjeu qui a lieu vraiment en ce moment, qui est le dépérissement de certaines parcelles. Et c'est vrai que typiquement un observatoire, enfin le fait tout simplement de s'arrêter, d'enregistrer régulièrement exactement au même endroit, c'est des choses qu'on sait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent à la forêt de Fontainebleau, on sait que c'est une des choses qui est en train de se produire. Il y a une évolution là, assez spectaculaire quoi, sur certains sites. Mais là d'un seul coup, on en a un enregistrement à la fois simple mais efficace, quoi, qui permet vraiment d'illustrer ce qui est en train de se passer. Donc un des enjeux pour l'ONF, c'était aussi toute la question de la... Enfin voilà, eux ils sont gestionnaires de l'ensemble du périmètre sur lequel je faisais ces points de vue, donc ils se posent des questions de gestionnaire aussi, qui est que qu'est-ce qui se passe avec le flux on pourrait dire de touristes. On parle depuis le 19e siècle, il y a une activité touristique en forêt de Fontainebleau. Il y a effectivement tous les week-ends beaucoup de personnes qui viennent pratiquer un certain nombre d'activités en forêt, ce qui crée par exemple comment on appelle ça, des parkings qui sont plus que pleins. Voilà, donc c'est un problème parce que tout simplement, par exemple, là cette allée-là, c'est censé être un accès pour les pompiers, pour pouvoir accéder aux parcelles en forêt, et que si les voitures se garent à la place de l'accès pompier, s'il y a un feu incendie qui se déclare, le camion ne peut plus passer. Voilà. Et c'est le genre de questions dans lesquelles se pose l'ONF. Et voilà, là c'est un point de vue qui servait à illustrer ce type de problématique. Un autre enjeu, c'était de pouvoir montrer aussi le rapport historique du château à la forêt. Donc là on est sur une allée qui s'appelle la perspective de Maintenon, qui est liée à la porte du château d'où parle cette allée. Voilà, qu'on peut voir à la fois en été ou en hiver. Voilà, il y a aussi un enjeu qui était qu'est-ce que cette activité de circulation produit. Il y a à la fois la 6, comme tu l'as indiqué, mais il y a aussi la nationale, et il y a une énorme traversée notamment de poids lourds en journée qui est assez importante, qui n'est pas sans impact aussi sur la vie de la forêt, sur la faune, sur la flore,
Donc il y avait des points de vue qui, voilà, c'est pas forcément les sites que je m'attendais à photographier au départ quand, sur la forêt de Fontainebleau, mais en fait j'ai photographié par exemple des ronds-points en forêt. Et il y a aussi des particularités, par exemple, là on voit un site qui est un ancien ermitage, parce qu'au Moyen-Âge justement il y avait un certain nombre d'ermitages qui étaient installés en forêt, avec à un moment donné une fouille archéologique de cet ermitage. Ça s'appelle la butte Saint-Louis en fait, un ermitage du, je dirais, 10e siècle si je ne me trompe pas. Ma commanditaire à l'ONF était justement l'archéologue qui était en charge aussi de ces fouilles d'archéologie, Sophie Davy. Voilà, un autre point de vue sur le chantier archéologique. Et ça me permet d'aborder la question aussi du coup, de l'iconographie, parce que là on a mené donc, avec l'ONF et les différents partenaires du projet un travail photographique sur l'ensemble de la forêt. Mais évidemment, cette forêt, comme tu l'as aussi rappelé, elle est déjà très représentée, et en particulier depuis le 19e siècle. Et donc certains points de vue ont aussi été créés, ça faisait partie de la commande de départ, à partir de points de vue anciennement existants, pour finalement avoir le principe d'un observatoire, mais à partir parfois d'images qui ont été créées il y a 150 ans, voire 200 ans. Et donc, il y a notamment plusieurs activités qui ont donné lieu à une iconographie importante, comme celle des carriers, c'est-à-dire que les cahots de rocheux de grès étaient exploités. Une grande partie des pavés de Paris, en fait, sont été taillés, extraits en fait, à partir du grès extrait en forêt de Fontainebleau. Et donc là, vous voyez un dessin de Théodore Caravelle d'Albini, je reparlerai de cet artiste un petit peu plus tard. Ou encore une photographie d'Eugène Cuvelier, qui est un des photographes qui a énormément travaillé en forêt de Fontainebleau au XIXe siècle. Et on voit des abris de carriers. Et aujourd'hui, on voit encore les traces en fait, de ces activités. Là, on voit un ancien frontail, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la zone où on a extrait, et on voit les restes en fait, sous la mousse. Là, vous voyez ce qu'on appelle des écales, c'est-à-dire des restes de taille. En fait. Et ça, vous avez plein d'endroits dans la forêt, il reste plein de tas de restes de taille de grès. Et là, on voit un reste archéologique aussi de l'activité des carriers, qui sont d'anciens abris de carriers, voilà, on peut encore voir, il y a plusieurs sites où on peut en voir en forêt. Alors évidemment, il y a tous les peintres de l'école de Barbizon, comme tu le rappelais, qui ont passé beaucoup de temps en forêt. Il y a par exemple Camille Corot. Et on voit déjà à l'époque que le sujet de la route qui traverse la forêt devient un peu une sorte d'icône de la représentation de la forêt, parce que ce fameux pavé de Chailly qu'on voit donc photographié là par Gustave Legray est peint par Camille Corot probablement à la même époque, même si ce n'est pas le cas dans les légendes. En fait, c'est donc cette route qui va de Paris à Fontainebleau et ensuite qui part vers Lyon. Et c'est vraiment l'entrée de la forêt, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on arrive de Paris, c'est c'est vraiment la première vision de la forêt en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ça a été beaucoup représenté. Vous avez un autre exemple, là, une photographie de Cuvelier, mais vous avez aussi un tableau de Monet qui est au musée d'Orsay. Enfin voilà, vous avez un grand nombre d'œuvres qui représentent ce site. Et alors aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup moins bucolique qu'à l'époque. Mais voilà, on est à peu près... alors là, c'était assez difficile entre les différentes œuvres anciennes existantes de se dire qu'il faut que je mette absolument à ce point-là à 1 mètre près. Mais j'ai essayé de produire une image qui était, disons, une sorte de synthèse des différents points de vue qui m'intéressaient à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez les panneaux, alors je ne sais pas si on voit bien la projection, mais vous avez les panneaux qui disent que vous aurez une amende si vous jetez votre mégot par la vitre de votre voiture. Et puis voilà, les conseils pour les cyclistes pour éviter de se faire écraser sur cette plaine nationale. Voilà, il y a un deuxième site très iconique au XIXe siècle, qui est la mare à Dagneau. Vous avez pas mal de mares, comme je vous ai dit au départ, en forêt de Fontainebleau. Et cette mare, elle donne lieu, enfin, tous les photographes qui photographient Barbizon à l'époque, et aussi des peintres, il y a des tableaux de Théodore Rousseau par exemple. Vous voyez, ils photographient cette mare qui est très caractéristique à l'époque parce qu'il y a
ce grand chêne et ce deuxième chêne côte à côte. Ce chêne, il a même un nom, il s'appelle l'Empereur. Et cette mare avec notamment le rocher là qu'on voit au premier plan qui est assez reconnaissable et qu'en fait on voit ici aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le diptyque que j'ai créé pour l'observatoire, le point de vue de la partie droite correspond au cadrage a priori choisi par la plupart des artistes à l'époque. Et vous voyez qu'en fait le paysage a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est passé sur une zone qui était peut-être par exemple en pâturage à l'arrière-plan, ce qui fait que le territoire était, le site était assez dégagé. Et aujourd'hui, ça s'est complètement réinfriché. On est d'ailleurs dans une réserve biologique dirigée à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'interventions qui est faite. Ce n'est pas une réserve biologique intégrale, je vais vous montrer tout à l'heure des images des réserves biologiques intégrales. Mais vous voyez que le dernier point de repère, c'est ce rocher qu'on voit seulement quand la mare est basse, c'est-à-dire en période de sécheresse. Ici, vous voyez, la mare est beaucoup plus haute. Donc ça, c'est intéressant aussi. En fait, on voit, c'est pas forcément des choses qu'on imagine observer finalement si finement, mais en fait là on voit très bien les variations du niveau d'eau aussi, et on voit que ça peut être plus de 50 cm voire 1 mètre en fait entre l'hiver et l'été, et la souche de cet arbre là en fait persiste. Alors là vous n'allez pas la voir à l'écran, mais en fait on la devine à l'arrière-plan en hiver, quoi. Et c'est les deux seuls éléments qui permettent de se dire on est bien au même endroit en fait. Et donc là, je vous montre une vue de l'exposition à l'été 2023 dans la maison atelier de Théodore Rousseau au musée des peintres de Barbizon. J'avais rassemblé justement une sélection des images de l'observatoire parmi celles qui pouvaient dialoguer justement avec des œuvres anciennes. Et j'avais fait quasiment une sorte de... J'avais rassemblé le plus grand nombre, tout ce qui existait à ma connaissance d'images de cette mare à d'agneau au XIXe siècle, où on voit vraiment tous... vraiment c'était le site, quoi. Je pense que c'était là, ils venaient tous photographier ça, parce que probablement que c'était dans l'imaginaire vraiment l'image qui représentait la forêt de Fontainebleau, donc c'était celle qu'ils pouvaient vendre, parce que voilà, c'était les photographes, en fait, ils essayaient de faire marcher leur commerce aussi. Donc, mais manifestement, comme c'est vraiment une des vues les plus iconiques de la forêt à l'époque, c'est celle qui sans doute se vend le mieux, donc on en a beaucoup de représentations par plein d'artistes différents. Donc j'avais reconstitué avec des œuvres qui venaient aussi bien de la BNF que du musée d'Orsay ou de la Société française de photographie. Ce mur-là, comme ça, qui était en dialogue avec mes propres images qui étaient ici. Et moi, c'est vraiment une des choses qui m'a fasciné de se rendre compte qu'un site qui est aussi iconique n'est pas reconnaissable aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que plus de 150 ans après, le site n'est pas reconnaissable, c'est-à-dire que le milieu a complètement changé, quoi. Enfin, complètement, je veux dire, voilà, c'est pas reconnaissable, quoi. Visuellement, c'est pas reconnaissable. Et je dirais, ça va un peu, alors... je pense pour des personnes qui sont botanistes, naturalistes, écologues, etc., ça va de soi, mais je pense dans l'idée générale, pour beaucoup de gens, en fait, il y a cette idée que la forêt est quelque chose d'un peu immuable, en fait. Et cet observatoire, je pense qu'il tend aussi à montrer que c'est pas le cas, qu'en fait c'est quelque chose qui est tout le temps en perpétuelle évolution, et y compris sur des temps très courts, quoi. Là, on a un autre cas extrêmement intéressant. Il y avait aussi l'idée de repartir de certaines cartes postales anciennes, parce que ça c'est pareil, il y en a une quantité incroyable sur la quantité produite au début du XXe siècle sur la forêt de Fontainebleau. Et donc là, vous voyez, celle-là, elle est assez intéressante, d'abord parce que ce rocher il est très reconnaissable, donc c'est un repère comme ça. On est sur un belvédère, le site porte encore d'ailleurs le nom de belvédère Cardo, sauf qu'aujourd'hui la vue est complètement, c'est refermé aussi. Et vous voyez que ça c'est l'image. Si j'essaye de me remettre à la fois optiquement en termes de distance exactement au même endroit que le photographe, en fait on voit ça, c'est-à-dire qu'en fait là il y a un pin qui masque complètement le rocher qui en fait est ici. Voilà, là je suis vraiment au plus proche de ce que je peux faire par rapport aux conditions du terrain aujourd'hui. Et donc, voilà, alors je me suis dit là c'est quand même un peu dommage parce qu'en fait on ne comprend même plus qu'on est au même endroit. Donc j'ai créé un point de vue qui permette de comprendre que la forêt a changé tout en... mais de telle sorte à ce qu'on puisse quand même avoir ce rocher assez caractéristique. Mais ça aussi c'est extrêmement intéressant. Enfin là on comprend que tous ces chaos rocheux ont complètement été modifiés. Alors parce que le pâturage a disparu,
mais aussi parce que, moi c'est une de mes hypothèses, mais je pense que ça se vérifie assez facilement sur un certain nombre de sites, je ne sais pas si c'est le cas à cet endroit-là, mais à l'époque quand il y avait un incendie, il n'y avait justement pas les camions pompiers qui débarquaient en plein milieu du Carreau Rocheux. Voilà, l'incendie, et il y avait d'ailleurs parfois des incendies qui étaient provoqués aussi, on retrouve des représentations de travailleurs dans la forêt avec des brûleurs de fougères, enfin voilà, il y avait un rapport en fait aussi à l'incendie qui était un peu différent. Voilà, là c'est un autre cas, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est un autre cas comparable avec une carte postale ancienne, une reconduction actuelle ou plus proche. Finalement un point de vue que j'ai créé qui permet une vue plus large sur le même site, parce que vous voyez que le rocher en fait qu'on voit dans la carte postale, il est finalement là au centre du triptyque. Mais ça permet de voir en fait l'évolution de ce site avec des travaux qui ont été entrepris par l'ONF, une réouverture du Carreau Rocheux et aussi de la lande qui est ici, et notamment pour des questions de préservation de certaines espèces d'oiseaux qui ont besoin de ce type de lande pour pouvoir nicher. Donc voilà, pour des enjeux de biodiversité. Et en même temps, dans cette idée, enfin voilà, il y a une sorte de d'un point de vue communication, l'ONF dit aussi, c'est intéressant, on retrouve des points de vue anciens qui pouvaient être ceux des artistes où le paysage était ouvert à l'époque. Voilà. Mais en même temps, en fait, ils le font principalement pour des enjeux de biodiversité, en fait, de rouvrir ces sites. Enfin, c'est multiple, en tout cas, il y a un ensemble de paramètres. Voilà, et là, c'est encore un exemple aussi, justement, d'un site qui a été... il y a eu des travaux de réouverture effectués pour permettre, justement, que les platières qui sont au-dessus, là, puissent servir à des espèces d'oiseaux. Donc j'ai oublié les noms, je m'en excuse, mais c'est très précis. Un autre exemple de lande aussi typique, lande à Bruyères et à Calune, où justement qui est régulièrement réenvahie par des jeunes pousses de pin. Et donc là, l'ONF, ce qu'on voit dans la deuxième image, en fait c'est un chantier fait avec une centaine de scouts sur un dimanche pour justement arracher toutes les pousses de jeunes pins pour éviter que la lande se réenfriche très vite en fait. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des milieux très spécifiques à la forêt de Fontainebleau, avec le grès et avec justement un ensemble de plantes qui sont caractéristiques et qui permettent à des oiseaux de subsister. Idem, là, on est sur un grand point de vue aussi qui est dans les gorges de Franchart. Et alors là, c'est assez spectaculaire parce que si vous voyez le même point de vue au XIXe siècle, et que les gorges de Franchart sont assez désertiques. D'ailleurs, il y a des zones, on voit encore sur la carte, il y a marqué désert d'Apremont, désert de... et aujourd'hui, vous voyez que c'est complètement emboisé en fait. Et là, en 2 ans, enfin justement, c'est aussi un site où l'ONF a fait des travaux de réouverture qui permettent à la fois d'avoir la vue sur les gorges. Et donc j'ai notamment suivi une partie des travaux de réouverture. Et ce qui est intéressant, c'est notamment, en fait, il y avait une multiplicité de types de travaux de bûcheronnage. Vous aviez à la fois, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les machines, quoi, c'est assez impressionnant en fait. La machine, elle coupe l'arbre en 2 fois, quoi. Enfin, elle débite l'arbre en 2 fois, elle coupe le haut, elle coupe le bas, elle arrache les branches, elle fait tout d'un coup, ça dure. Mais en fait, c'est quand même un terrain assez particulier, et dans les Carreaux Rocheux, la machine, elle ne peut pas y aller. Et donc, pour certaines zones, et notamment aussi pour des travaux de sécurisation, parce que c'est une des questions en forêt, c'est qu'il y a quand même énormément de sentiers, de randonneurs, de vététistes, etc. Et les sentiers, enfin, dès qu'il y a des arbres qui sont dépérissants justement en bord de sentier, il faut qu'ils soient coupés pour éviter un randonneur se prenne un arbre sur la tête. Et donc voilà, il y a aussi des zones comme ça où en fait ils sont obligés de revenir à des techniques très traditionnelles de débardage à cheval, enfin, de bûcheronnage et débardage à cheval. Voilà. Et dans l'exposition justement il y avait enfin, ça c'était assez intéressant de pouvoir mettre un tableau de Millet avec des bûcherons en rapport avec cette image-là. Millet qui était aussi donc, un peintre qui était installé à Barbizon. Théodore Rousseau, Jean-François Millet étaient tous les deux des peintres qui se sont installés à Barbizon. Vous pouvez aujourd'hui voir leurs ateliers justement. Et alors là,
Ça, c'est un cas assez intéressant aussi, c'est un tableau de Corot. Là, c'est un des deux cas où j'ai vraiment, à partir d'une œuvre, soit un tableau, soit un dessin, reconduit le plus précisément possible justement là ce tableau de Corot. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on voit à son époque il y a une paysanne qui garde ses vaches ou ses moutons dans un endroit, donc vous voyez que c'est une lande aussi complètement ouverte, il y a juste cet arbre assez reconnaissable qui s'appelle le rageur, qui a un nom aussi. Et aujourd'hui, voilà, l'espace est complètement boisé. Et ce qui est intéressant, alors, et aujourd'hui la pratique, certains d'entre vous le savent peut-être, il y a une pratique exponentielle de l'escalade en forêt de Fontainebleau. C'est une pratique historique, hein, c'est vraiment un des hauts lieux dans le monde de la pratique de l'escalade, mais aujourd'hui ça prend des proportions assez impressionnantes. Donc là ce rocher il est escaladé maintenant. Pardon. Oui, ça c'était juste pour vous dire qu'il y a quand même encore du pâturage qui a été remis en place il y a quelques années, donc il y a un troupeau qui fait une transhumance sur toute l'année dans Fontainebleau, y compris pour justement garder des milieux. Là c'est une pelouse sèche, pareil, qui a des caractéristiques en termes de biodiversité assez spécifiques, et du coup il faut que le milieu puisse rester ouvert aussi, donc justement les moutons viennent pâturer régulièrement à cet endroit-là. Voilà, mais je reviens au rageur, et vous voyez qu'en mettant côte à côte l'iconographie, donc là vous voyez le tableau de Corot, une aquarelle de Théodore Rousseau qui est un peu le contre-champ, c'est-à-dire que c'est comme si on voyait l'arbre des deux points de vue opposés, et ça permet vraiment de voir qu'on a une lande à l'époque. Et en fait là, si vous voyez cet ensemble d'images, vous voyez précisément ce qui est arrivé à la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire la plantation des pins. Et là vous voyez entre alors le tableau de Barry, je ne sais plus exactement, mais il doit dater à peu près de l'époque de la photo de Fama. Là, vous voyez que ne serait-ce qu'en 20 ou 30 ans, parce que ça c'est forcément début du XXe siècle, vous voyez tout simplement le chêne, le rageur qui est en train de dépérir, et puis les pins qui sont en train de pousser derrière lui, quoi. Et ça c'est... Enfin, moi c'est une chose qui m'a intéressé aussi dans tout ce travail de préparation de l'exposition et de rapport à l'iconographie ancienne, c'est que souvent l'iconographie de la forêt de Fontainebleau, elle est regardée du point de vue de l'histoire de l'art, justement, tel peintre a peint à cet endroit-là, tel peintre a peint en forêt de Fontainebleau, etc. Mais sans qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui a été peint, quel site et qu'est-ce qu'on voit réellement dans les images. Et là, ce travail-là, par exemple, juste de montage de ces 4 œuvres ou documents, permet, enfin là j'ai quasiment recréé une sorte de petit observatoire photographique sur le rageur à partir des documents anciens. Et d'un seul coup, on voit exactement, enfin, je veux dire, là, ça saute aux yeux ce qui s'est passé, et on voit exactement l'évolution, on peut suivre l'évolution. Voilà, donc ça c'est la version caricature, mais qui est assez drôle, parce que ça se moque des artistes qui sont en train de faire la sieste autour du rageur. Et là, j'avance peut-être parce que je suis en train de prendre beaucoup trop de temps pour parler, je pense, mais là, on arrive dans, je vous montre quelques images de la réserve biologique intégrale. C'est une zone où normalement on n'est pas censé aller, si ce n'est pour justement des... Là, je suivais des forestiers en train de faire un suivi scientifique. En fait, ils ont des placettes où tous les 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus exactement, ils vont faire des relevés de bois mort et de bois vivant, ce qui permet d'avoir un suivi aussi de ce qui se passe au niveau de la réserve biologique intégrale. Et ça, c'était assez... Enfin, là, cet arbre-là, ça n'a peut-être pas l'air là, comme ça, mais en fait, c'était un chêne qui avait facilement 400 ou 500 ans, qui était vraiment d'un fût de 40 mètres sans branche, quoi. Moi, c'est le plus bel arbre que j'ai vu dans ma vie. Mais c'était assez impressionnant. Et les forestiers ne le connaissaient pas, en fait. Enfin, ils l'ont découvert, en fait. C'est un peu un miraculé, quoi. Voilà, là, c'est l'autre œuvre où, en partant d'une œuvre graphique, j'ai tenté une reconduction la plus précise possible. Alors, évidemment, Theodore Carol Lightning, il est dessinateur, donc même si on peut voir à quel point il a une précision topographique, moi ça fait partie des œuvres. Il a fait un ensemble, une trentaine de dessins de cette qualité-là, comme ça, sur la forêt de Fontainebleau. C'est vraiment, enfin moi c'est un des ensembles que je préfère vraiment de tout ce que j'ai pu voir sur la forêt. Et en fait, on est à un site qui s'appelle le Nid d'Aigle, et donc vous voyez, ce rocher-là qu'on voit au premier plan, c'est en fait celui qu'on voit ici. Et vous voyez ici ce rocher, je vous montre une variante que j'ai faite en automne. Le rocher qu'on voit ici, c'est celui qu'on voit ici.
Voilà. Et là, on voit le ray de lumière là, sur ce rocher, c'est ce qu'on voit, c'est le pont qu'on voit ici. Et ça vous permet de voir ce qui s'est passé avec la création d'abord de ce qu'on a appelé la réserve artistique, c'est-à-dire une mise en réserve à la demande des artistes, Rousseau notamment, mais enfin, voilà, c'était tout un ensemble d'artistes, à avoir l'impression que leur motif, motif de peintre quoi, dans la forêt était en train de disparaître parce que les bûcherons coupaient des arbres, etc. Et donc ils ont demandé à ce que certaines zones dans la forêt soient mises en réserve. C'est pour ça qu'on a appelé ça la réserve artistique, parce que c'était mis en réserve pour les artistes. Mais en fait, c'est les premiers... on dit souvent que voilà, c'est vraiment le moment où, c'est finalement grâce aux artistes que tout ce qui est préservation de la nature et mise en réserve naturelle a été inventé. Ça précède de quelques années ce qui s'est passé aux États-Unis aussi avec la création des parcs nationaux, etc. Voilà, mais c'est vraiment à Fontainebleau que ça s'invente en fait, cette invention de la réserve naturelle. En fait. Et donc cette zone, donc là on est vraiment au cœur de la zone qui est la première zone mise en réserve. Sur la carte que tu as montrée, c'était la grande zone un peu centrale, dans la forêt. Donc là on sait que c'est vraiment, et ça c'est 1853 si je ne me trompe pas, il y a deux dates, mais c'est 1853 puis 1861. Et vous voyez qu'en fait, cette zone-là, qui était un ancien front de taille de carrier, ça c'est typique aussi, on reconnaît comme je vous ai montré tout à l'heure, avec manifestement au-dessus du pâturage, parce qu'on reconnaît aussi vraiment les arbres typiques des zones ouvertes, avec pâturage, etc. Là aujourd'hui, après donc plus de presque 150 ans, même plus, de libre évolution, comme on dit aujourd'hui, libre évolution de la forêt. Voilà, là on est sur une forêt qui vit sa vie toute seule. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un site où on avait une iconographie assez riche, parce que là on est sur le même, vous voyez, l'arête qui est ici, en fait, c'est un autre point de vue, et c'est l'arête qu'on voit ici, mais juste vu d'un autre point de vue. Et ça, c'est une gravure de Eugène Bléry, qui est un artiste formidable aussi, qui faisait ses gravures directement sur le motif, c'est-à-dire qu'il amenait ses plaques de cuivre et il gravait directement sur le motif en forêt. En fait, c'est le même point de vue, c'est le même rocher qu'on voit, sauf que comme c'est une gravure, c'est inversé gauche-droite à l'impression. Voilà, mais c'est exactement le même site qu'on voit depuis quasiment le même point de vue. Donc c'est assez passionnant en fait d'avoir comme ça sur une zone en particulier des œuvres de plusieurs artistes et surtout sur une zone qui a évolué comme ça. Et donc là dans l'exposition, là, ça nous permet de voir comment les choses étaient montrées en rapport. Mais là je dirais que c'est vraiment un des cas les plus passionnants en termes de rapport à l'iconographie ancienne. Et, je vous montre quelques vues rapides de l'exposition et je vais essayer de terminer très très vite parce que je parle beaucoup. Un autre point intéressant aussi, c'est que là, c'est en mettant en relation différents éléments qu'on se rend compte de ce qu'on voit aussi dans certaines images. Cette image d'Eugène Cuvelier, moi je la connais depuis plus de 20 ans. Et je me suis toujours dit, elle est intéressante. Bon là, la reproduction n'est pas très bonne, mais on peut se dire qu'on voit, ce qui l'a intéressé, c'est l'équilibre des rochers, je sais pas, enfin voilà, c'est presque une dimension un peu formaliste des rochers. Mais en fait, moi j'ai fini par me rendre compte, parce que j'ai vu cette gravure d'arracheur de bruyère, qui est un métier dont on ne sait même plus que ça existe, mais en fait on se rend compte que la bruyère était arrachée en forêt. Donc là en fait ce qu'on voyait c'était de la bruyère complètement arrachée au pied des rochers. Et qui avait donc une activité sur ces landes, qui avait forcément un impact aussi sur ce terrain à cette époque-là. Voilà. Et là on voit bien que c'était des zones qui étaient pleines de bruyère. Donc là le rapport de ces trois documents-là permet aussi de comprendre quelque chose de ce qui se passait sur ce terrain-là. Même exemple avec les charbonniers, les huttes de charbonniers. Voilà. Et là je termine rapidement sur tout ce qui concerne aussi l'érosion des sols. Là c'est un cas assez drôle parce que l'ONF m'a dit que ça serait bien qu'on ait un point de vue sur le sentier des 25 bosses où il y a énormément de personnes qui font du trail et de la randonnée. Ils font régulièrement des travaux pour essayer de maintenir le sol à cause du piétinement. Donc ils m'ont dit là de toute façon on va faire des travaux, ça serait bien d'avoir un point de vue. Ils ont fait les travaux. Et parce qu'évidemment le problème qu'ils ont c'est que le chemin s'élargit. Là par exemple il y a des personnes, elles ne veulent pas passer par les petites marches qui ont été faites pour justement retenir le sol, donc elles passent sur le côté, elles créent un deuxième chemin à côté. Voilà, ils font les travaux, sauf qu'en fait on se rend compte que 6 mois plus tard, les gens contournent à nouveau les nouveaux travaux de soutènement.
du chemin et en fait élargissent encore le... Et ça, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas, mais on se rend compte que finalement, plus il y a de travaux, plus le chemin s'élargit. Enfin voilà, eux, du coup, ils sont obligés de se poser la question à l'ONF, mais comment on gère là cette surfréquentation de ces sentiers et qui crée une érosion du sol qui est un peu embêtante, quoi. Voilà, donc ils font aussi du coup des chantiers avec des associations de trailers qui viennent le samedi les aider à renforcer, à entretenir les sentiers. Alors là, on est sur de l'érosion du sol, mais alors en mode encore plus massif. Il y a un rocher qui est assez connu qui s'appelle l'éléphant. Et là, comme on dit à l'ONF, l'éléphant est en train de perdre la boule, malheureusement. C'est-à-dire que pareil, il y a un glissement du sable qui fait que le rocher lui-même est plus stable, en fait, il perd sa stabilité. Donc ils ont fait des travaux avec une espèce de ceinture qui permet d'éviter que le sable glisse aux abords du rocher de l'éléphant. Et là, on voit bien, là c'est au moment des travaux par exemple, et là on voit bien qu'un an plus tard, il y a déjà 10 cm de sol qui a glissé en fait, enfin de sable qui a glissé, qui s'est tassé du fait du piétinement, du passage, parce qu'encore une fois c'est une zone où il y a énormément d'activités d'escalade, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent là. Voilà, là aussi typiquement une zone extrêmement où le sol est très érodé. Bon, ça c'est une autre image. Autre activité qui provoque une érosion et une instabilité de rocher, c'est justement toutes les activités d'escalade. Là, on voit bien que ce rocher-là, un jour, il va finir par tenir, en fait. Voilà, et j'en arrive à un dernier point aussi qui est assez d'actualité, puisqu'on entend de plus en plus parler de la question des feux de forêt. Là, c'est un point de vue où on voit tout ce qui servait justement à observer les feux de forêt pendant très longtemps. Il y avait un ensemble de tours comme ça qui permettait justement d'avoir une surveillance, de voir apparaître la fumée si jamais il y avait un problème. Et il se trouve que là, c'est un point de vue qui n'était pas prévu dans les 40 sites au départ envisagés. Mais entre le moment, juste avant le lancement du projet, en fait, il y a eu un incendie assez conséquent sur une parcelle qui est au centre de la forêt. Et du coup, ça a été une évidence qu'il fallait absolument, justement, que ça serait extrêmement intéressant de suivre les conséquences de l'incendie et la façon dont le site se remettait en fait de l'incendie, notamment en termes de végétation. Donc là, vous voyez le site quelques mois après l'incendie, en hiver. Et là, plus d'un an et demi plus tard, en fait, on voit déjà la végétation qui est en train de reprendre petit à petit, les mousses, etc. Et en même temps, les arbres qui sont en train de beaucoup vraiment dépérir, qui étaient presque plutôt prêts à reprendre ici. Et en fait, comme il y a une nouvelle canicule, ils étaient déjà tellement impactés qu'en fait, ils vont tomber, quoi. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une iconographie très importante sur les incendies. Par exemple, là, on voit un tableau, ça c'est intéressant, c'est un peintre qui peint. Alors, il n'a pas forcément peint sur le motif, il a sans doute fait des esquisses, etc. Mais on sent qu'il est allé observer de près ce qu'était cet incendie, parce qu'on voit vraiment l'incendie en train de se propager. Et on voit que c'est pas forcément ultra spectaculaire, mais on voit le sol en train de, le sol en train de continuer à brûler. On voit les flammes, etc. Et ça, pareil, cette image d'Eugène Cuvelier, qu'encore une fois, moi je connais depuis plus de 20 ans, j'avais pas compris que, mais je pense que personne, parce que j'ai jamais lu dans tout ce que j'ai lu sur Eugène Cuvelier, mais en fait, moi, c'est en voyant ça, en découvrant ce site-là, que je me suis dit, mais en fait, cette photographie de Cuvelier, on dirait une image après un incendie aussi. Ça ressemble vraiment à une platière incendiée. Voilà, et il y a pas mal de documents, ça j'aime beaucoup cette image-là aussi, parce que on a l'impression que le négatif lui-même a été impacté par la chaleur de l'incendie, en fait. Voilà, mais en tout cas, ça c'est intéressant parce que c'est des documents qui sont datés aussi. Donc là, on sait très bien que c'est une photographie de reportage en fait. Donc 23 juillet 1911, qui nous permet de savoir exactement où, enfin pas où, mais en tout cas la date de l'incendie. Et dès le 19e siècle, en fait, dès qu'il y avait un incendie en forêt, il y a plusieurs exemples, il y a au moins 5 ou 6 exemples comme ça, où on a un dessin de presse, c'est-à-dire que 2 semaines après l'incendie, manifestement un dessinateur a été envoyé sur place. Et on a, dans le Monde Illustré ou tout autre magazine d'illustration, on a une photo de l'incendie en forêt. Comme aujourd'hui, on aurait un reportage sur France 3, j'ai envie de dire, quoi, mais voilà. Et il se trouve que ce sont les photographies justement de ma commanditaire Sophie David qui a assisté au feu de forêt qui a donné lieu à ce qu'on voit ici. Mais c'est assez drôle parce qu'effectivement, en fait, on voit les journalistes en train de courir avec la caméra pour aller filmer le feu de forêt.
Et tout ça, voilà, ça va me permettre de laisser la parole à Maud. Et juste un dernier élément, alors là on ne voit pas très bien malheureusement, mais c'est aussi, en fait, dès le 19e siècle, les incendies sont en quelque sorte commémorés. C'est étonnant parce que ça, il y a un rocher, là, vous voyez marqué « Incendie du Grand Mont Chauvet, 15 août 1876 ». Donc il y a je pense que c'est les forestiers en fait, qui ont marqué sur ce rocher une sorte de monument comme ça qui commémore l'incendie. Et ça, c'est en réserve biologique intégrale, donc aujourd'hui dans un site inaccessible. Alors à l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir, mais c'est assez intéressant de découvrir ça à ce moment-là. Voilà. Et si vous avez des questions, on pourra peut-être tout à l'heure en parler, mais je laisse la parole à Maud. Bonjour, c'est Maud Chevalier et rien à voir avec Claire. Je suis étudiante du département de géosciences et donc scientifique de formation. Et j'ai fait un stage donc, au CEREP qu'on a présenté tout à l'heure entre février et juin de cette année. Donc entre le laboratoire du CEREP Écotron qui est à Nemours et le laboratoire de géologie de l'ENS. Et mon sujet de stage de M2, c'était reconstituer l'histoire des feux de forêt à Fontainebleau pour étudier la dynamique et les stocks du carbone pyrogénique en fonction des propriétés du sol et de l'âge dans la forêt de Fontainebleau. Et là, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'elle prend la parole après Claire? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et bien, je me suis un peu posé la même question et j'ai eu du mal à réussir à raconter cette histoire de manière audible, étant donné que l'histoire que je vais vous raconter, c'est globalement l'annexe 3.1 de mon rapport de stage, parce que c'est pas tout à fait ce sur quoi on met la lumière, nous, au département de géosciences. Et pourtant, c'est vrai que c'est intéressant de voir et de mettre en perspective le travail de Claire et de se rendre compte qu'en fait, ce travail d'observatoire photographique, il peut ensuite être détourné par n'importe quel scientifique pour obtenir une grande quantité de données qui peuvent être utilisées pour tout type de travaux, et notamment tout type de travaux où on a besoin de données dans le temps, parce que c'est souvent ce qui nous manque. On a des données aujourd'hui avec des matériels très pointus, etc., mais des données de feux de forêt au XVIIe, XVIIIe siècle, etc., on en a peu, et donc ces observatoires où on a des comparaisons dans le temps, ça nous permet de potentiellement, avec un petit travail de détective, retrouver des zones qui ensuite peuvent être potentiellement échantillonnées. Donc je vous spoil un petit peu la fin de la présentation, mais c'est l'art a besoin de la science et la science a besoin de l'art. Donc je suis désolée, il va falloir faire un tout petit peu de contexte si vous voulez ensuite comprendre la suite de l'histoire. Je vais vous préserver de mes résultats de stage, mais pour autant, je vais vous présenter un petit peu le pourquoi et du comment je me suis intéressée à la forêt de Fontainebleau et aux feux de forêt. Donc la première chose, c'est que donc avec Joanne qui est juste devant moi et Samuel Adivin, donc Joanne Toron et Samuel Adivin, ils s'intéressent au carbone pyrogénique. Le carbone pyrogénique, c'est quoi? C'est un continuum de carbone qui va du charbon jusqu'à la suie, donc de parties qui sont carbonisées et qui sont ensuite enfouies dans le sol potentiellement et qui vont avoir une très grande durée de résidence dans le sol. Et ce temps important de stockage, c'est ce qui en fait une partie très intéressante à étudier du fameux cycle du carbone, puisque c'est une petite partie, comme vous pouvez le voir, on voit plein de petits points d'interrogation en rouge. C'est une petite partie de la grande équation du cycle du carbone et donc potentiellement de notre espèce de compréhension générale du système du climat et du changement climatique, etc. Et donc pour étudier cette petite partie-là, eh ben, il faut aller voir dans les sols, et dans les sols de parties qui ont été brûlées, dans notre cas, dans les forêts. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée dans la forêt de Fontainebleau. Entre mes 15h10, c'est pas évident de comprendre sur lequel il faut appuyer. Et donc moi, ma grande question, c'était comment est-ce que le temps après un feu de forêt, la différence de temps et la différence de type de sol impactent la manière dont le carbone reste dans les sols. Et donc initialement, ce qu'on s'était dit, c'est tout simple.
La forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui, comme Claire l'a expliqué, est extrêmement bien documentée et archivée. Donc il y a quelqu'un, quelque part dans cette forêt, qui possède une grande base de données avec toutes les zones de tous les feux qui ont brûlé par le passé. Et nous, on va pouvoir venir faire notre petit shopping et trouver les super feux qui correspondent aux critères dont on a besoin. Et ensuite, on s'attaque à la partie science. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour réussir à obtenir des feux qui correspondent aux critères dont on avait besoin, c'est-à-dire différents types de substrats, précisément dans notre cas 3, du silt, du sable et de l'argile, qui soient brûlés à un temps T et qu'on ait 3 temps différents, ben c'est pas si évident. Et en l'occurrence, cette base de données, elle n'existe pas vraiment. Donc, ce qui se passe, c'est que je vous ai mis ici l'endroit où se trouve à peu près le CEREP Écotron, donc le fameux laboratoire où j'ai fait les analyses. Et donc, petite parenthèse, ce qui est intéressant aussi avec cette forêt Fontainebleau, et ce qui fait qu'on a fait ça ici et pas forcément dans une autre forêt royale, un autre endroit, c'est que le CEREP est juste à côté. Et donc ça permet une vraie flexibilité en termes d'échantillonnage, etc. C'est intéressant de faire de la science sur le pas de sa porte. C'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour commencer. Et donc, ça nous a permis de faire des campagnes d'échantillonnage où on a pu être flexible sur les temps et les lieux où on allait. Et deuxième petite parenthèse qui vous permet de mieux comprendre le contexte. Claire en a déjà un petit peu parlé, mais la forêt de Fontainebleau, en plus d'être à la porte du CEREP, en plus d'être une forêt qui est extrêmement bien archivée et documentée, c'est une forêt qui également présente une des caractéristiques géologiques très particulières, avec ces alternances entre des chaos rocheux et des platières, donc des zones avec vraiment de la roche dure, entre guillemets, qui du coup génèrent des reliefs dans le paysage, et des zones où la roche est érodée, etc. Et carrément où on voit ce qu'il y a en dessous de cette roche-là, c'est-à-dire du sable. Et donc c'est une alternance entre des grandes dunes de roche et du sable qui est en contrebas. Et cette alternance-là, elle nous permet de justement mener cette analyse où nous, on cherchait différents types de sols pour pouvoir ensuite voir leur impact sur le carbone pyrogénique. Et donc, mon premier plan, c'était de chercher cette base de données mystérieuse qui allait me donner accès au secret de la forêt de Fontainebleau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai remué l'intégralité de la forêt de Fontainebleau. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'acteurs dans la forêt de Fontainebleau, et ça, c'est encore qu'une toute petite partie, ceux qui ont accepté de répondre au téléphone. Et en fait, ce que je me suis rendu compte déjà, c'est que bien que la forêt de Fontainebleau soit une forêt qui, historiquement, a été énormément étudiée, les acteurs, ils travaillent de manière très indépendante les uns des autres. Ils ne croisent pas forcément leur base de données, leurs connaissances et leurs études. C'est finalement assez caractéristique, j'ai l'impression, du monde de la recherche en général. Un petit point d'amélioration potentiel pour le futur. Et donc, ce qui fait que chaque petit acteur avait une petite clé de la grande solution. Typiquement, je suis allée voir les pompiers de la forêt de Fontainebleau qui m'ont gentiment donné accès à leur base de données de feu, mais qui date des 10 dernières années, parce que c'est les seules choses qu'ils ont réussi à archiver. Ensuite, je suis allée voir les offices nationaux des forêts, où justement, j'ai pu faire la rencontre de la même personne que Claire, Sophie, David, qui elle, m'a donné accès à des différentes personnes qui travaillent sur la forêt de Fontainebleau et qui ont vu de leurs propres yeux des parcelles brûlées et qui peuvent du coup me donner des informations très précises sur qu'est-ce qui a brûlé, comment, pendant combien de temps, avec quelle intensité, etc. qui sont des informations assez précieuses pour ensuite nos études. Mais pour autant, personne n'avait vraiment cette vision globale avec toutes ces parcelles. Ensuite, je me suis retrouvée, pour la petite histoire, dans la station écologique forestière de l'université Paris-Cité, qui est une zone qui est assez intéressante, puisqu'en fait, c'est une ancienne station forestière qui est maintenant exploitée par l'université Paris-Cité pour faire des séminaires, etc. Mais ils ont aussi en fait des archives de toutes les maisons forestières de la forêt de Fontainebleau qui ont été un peu regroupées là. Mais globalement, c'est un gros tas de papier plein de poussière dans lequel elles essayent, bon an, mal an, de trouver le papier qui intéresse la personne qui vient toquer à leur porte. Mais pareil, moi, je n'ai pas forcément les compétences pour lire des dossiers d'archives, etc. Donc, ce n'était pas évident de trouver les documents intéressants au temps T. Et puis, rien n'était numérisé. Et
Et ensuite, il y avait aussi le château de Fontainebleau qui possède des archives colossales sur la forêt de Fontainebleau, mais bizarrement, rien vraiment sur les incendies. Donc c'est là qu'a commencé l'errance et potentiellement le plan B. S'il n'existe pas de base de données concrète avec la liste de tous les feux, et bien c'est pas grave, on va procéder autrement. Comment on procède autrement? On regarde au travers justement des archives la manière dont la forêt de Fontainebleau a entre guillemets été utilisée par le passé dans les différents timelines dans lesquels moi je voulais échantillonner, c'est-à-dire de 1600 à 1800, puis ensuite de 1800 à 2000, et ensuite de 2000 à 2024, c'est-à-dire des feux très anciens, des feux historiques et puis des feux récents. Et en regardant la manière dont la forêt a été utilisée, on peut faire l'hypothèse que les endroits qui étaient le plus fréquentés et qui étaient fréquentés par des éléments qui mettent le feu à la forêt, ce seraient les endroits où si j'échantillonne, eh ben, j'aurais une forte probabilité d'échantillonner des zones de feu. Donc, après une petite réflexion, je me suis rendu compte que de 1600 à 1800, la forêt était beaucoup utilisée donc, comme une forêt royale, et notamment une forêt de chasse. Et qu'en fait, le roi se baladait dans la forêt et chassait. Bon, très bien. Pour autant, quand on chasse, on ne met pas forcément le feu. Il s'avère que quand on chasse, eh ben, on n'est que des hommes. Et les femmes, elles sont dans des carrosses qui passent sur une route précise qui s'appelle la route ronde, qui est la route la plus connue de la forêt de Fontainebleau, qui fait le tour de Fontainebleau comme ça. Et en fait, du coup, cette route ronde, elle était jalonnée de carrosses pendant les parties de chasse qui possédaient des torches. Et ces torches, elles mettaient régulièrement le feu à la forêt. Donc, première clé de mon hypothèse, si je veux échantillonner des feux de 1600 à 1800, il suffit d'échantillonner sur le bord de la route ronde. Deuxième élément, de 1800 à 2000. Ce qui s'est beaucoup passé de 1800 à 2000, c'est le train. Et le train avec des trains à charbon. Donc des trains qui avaient des particules incandescentes qui se baladaient dans l'air et qui avaient tendance à mettre feu aux côtés des rails de train. Et donc, de nouveau, si j'échantillonne le long des rails de train qui pour le coup sont aisément trouvables dans le paysage, eh ben, j'échantillonne les zones qui ont régulièrement brûlé sur cette période-là, avant que le train ne soit plus un train à charbon. Et enfin, pour la partie actuelle, bon, bah, sans surprise, c'est la cigarette le problème. C'est que les randonneurs, ils se baladent sur les chemins de randonnée avec leur clope au bec et du coup, ils mettent le feu au sentier. Et donc, c'est en suivant les sentiers touristiques les plus empruntés qu'on trouve potentiellement les zones qui ont été le plus brûlées. Alors ça, sur les papiers, c'est une hypothèse qui nous a énormément plu et qui en fait n'a pas été applicable parce que toujours, je cherchais à avoir des zones de feu qui aient été brûlées avec 3 types de substrats. Sinon, le reste de mon analyse n'avait pas de sens. Et il s'avère que tant la route royale que les rails de chemin de fer, que les sentiers de randonnée passaient pas particulièrement par plusieurs substrats. Typiquement, les rails de chemin de fer, en fait, ils longent l'endroit qui est le plus plat et le plus rectiligne, souvent le bord de fleuve, donc en fait, ils ne passent quasiment que dans l'argile. Donc, ça ne fonctionnait pas. C'est pas grave, quand il n'y a pas de plan B, il y a un plan C. Et c'est là qu'on en arrive au lien avec Claire, parce que pour l'instant, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte? Et ben, je me suis dit, très bien, s'il n'y a pas de moyen de manière probabilistique ou alors de manière littérale avec un dossier complet d'obtenir des feux, et ben, je vais farfouiller dans les documents qui existent, et à ce moment-là, vive Internet, pour trouver des événements qui étaient relatés comme étant des feux importants. Je vais essayer de les retracer sur une carte et ensuite je vais sélectionner les feux qui sont les plus intéressants et à partir de là, aller échantillonner. Ça n'a pas été une partie de plaisir parce que moi, j'ai pas du tout cette formation entre guillemets d'historienne, d'archiviste, etc. Donc il a fallu trouver les sites internet sur lesquels sont archivées la plupart des cartes, etc. Mais on a une chance immense, c'est qu'en France, on a quand même des services en ligne qui sont extrêmement complets et du coup, ça nous a permis de relativement aisément poursuivre notre enquête. Et puis aussi, et c'est là qu'on arrive au sujet principal, dans la partie feuille historique, il y avait relativement peu de données parce qu'en fait, et c'était très frustrant, je savais que quelque part,
il existait des dossiers et des dossiers d'enregistrement de feu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un feu dans la forêt de Fontainebleau, les agents forestiers remplissaient un petit dossier qui était en plus systématisé, donc super pratique pour nous, nos études, avec les caractéristiques du feu, la zone, etc., retracées sur une carte. Mais il s'avère que ces dossiers, ils ont été perdus pendant un temps, et donc ils n'existent plus, donc j'avais pas accès. Et donc j'ai dû de nouveau faire preuve d'un petit peu d'astuce, et je me suis retrouvée sur eBay. eBay, où il y a en fait les cartes postales de la forêt de Fontainebleau, et comme Claire le disait, parmi les cartes postales de la forêt de Fontainebleau, il y en a énormément qui sont des photos de feu en fait. Et là vous voyez vraiment des cartes postales, parfois où au dos il y a carrément des petites histoires de vacances de gens. Et en fait, où devant vous avez des zones précises qui ont été brûlées avec, et ça c'est génial avec les cartes postales, les dates. Et en plus des dates, avec souvent, parce qu'on ne prend pas n'importe quel feu de forêt sous n'importe quel angle, des lieux qui ensuite sont retrouvables dans le paysage, parce que c'est des arbres qui ont des noms, c'est des rochers qui ont des noms, c'est des zones où on peut globalement trianguler une position, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé toutes ces données. Malheureusement à ce moment-là, je ne connaissais pas encore Claire, ça aurait été vachement plus simple. Et en fait, une fois que j'avais ces photos, ou alors cette espèce de tableau complètement cryptique pour moi, garde de Guise, vente de Nandon pleine des rayons, et ben j'ai un peu comme, je sais pas si vous avez lu les Minimoys ou si vous avez lu Jean Newton, mais chercher les petits lieux-dits, des endroits précis qui étaient nommés. Et en fait, je me suis rendu compte que la forêt de Fontainebleau, elle était extrêmement bien structurée. Ça m'a pris un bout de temps parce que j'ai pas trouvé la personne qui a écrit noir sur blanc comment était organisée la forêt de Fontainebleau. En fait, la forêt de Fontainebleau est organisée comme un camembert. Je sais pas si c'est très clair là, mais en fait, vous voyez, il y a des petites lignes de couleurs qui rayonnent comme ça à partir d'un centre. Et en fait, ça s'appelle des gardes. Et donc, c'est des parts de camembert. Et chaque garde possède le nom d'une croix. Donc, la garde de la croix de Guise, etc. Parce qu'il y a beaucoup de croix au sens littéral, des croix en bois dans la forêt de Fontainebleau. Et donc en fait, à chaque fois, chaque feu était repéré par la tranche de camembert dans laquelle il se trouvait. Et ensuite, des lieux-dits précis, typiquement triage du Puy de l'Alleu ou alors triage de Montmorillon, qui sont en fait des parcelles que possédaient des agriculteurs. Et donc à partir de ça, en zoomant très fort sur ces cartes, en fait, on retrouve les lieux-dits, les parcelles, et donc on peut faire des zones précises dans lesquelles on est à peu près sûr que le feu a eu lieu. Ce qui est vraiment extrêmement pratique, c'est que la forêt de Fontainebleau, tout possède un nom. Chaque caillou, chaque arbre, chaque croix possède un nom qui était utilisé et qui n'a pas tellement été trahi dans le temps. Donc sur les cartes de 1700 et sur les cartes d'aujourd'hui, les choses ont les mêmes noms, ce qui est très pratique parce que si vous allez par exemple en Bretagne, les choses ont changé de nom beaucoup pour être un peu plus politiquement correctes. Et en l'occurrence, dans la forêt de Fontainebleau, ils n'ont pas l'air d'être impactés par le politiquement correct. Donc tout garde les noms. Et donc ça m'a permis de reconstituer les zones précises et du coup de pouvoir aboutir à cette fameuse base de données. Base de données qui, je vous l'accorde, est relativement mince mais qui a le mérite d'exister. Qui contient 44 feux, qui sont donc des feux avec, dont je possède à la fois la date et à la fois, et c'est surtout ça qui était difficile, une parcelle précise qui a été brûlée, que vous pouvez voir en violet ici. Donc c'est pas évident parce que parfois il y a des feux qui sont extrêmement bien documentés, mais en fait où ils donnent pas de lieu précis, typiquement l'arbre qui est ici, le rocher qui est là et le croisement de route qui est ici, et donc c'est pas possible de reconstituer un polygone, et donc ce feu n'était pas utilisable, mais il existe au moins 44 feux dans la forêt de Fontainebleau à travers le temps qui possédaient ces caractéristiques, et donc à partir de ça, j'ai pu faire mon petit marché et choisir 3 feux qui présentent donc les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont donc le feu de Montmorillon qui a eu lieu en 1716, le feu de Bellecroix en 1904 et le feu d'Achères en 2020. Et typiquement, avec les travaux de Claire, s'il est complètement possible, et j'espère qu'on va pouvoir le faire par le futur, enrichir cette base de données parce qu'elle a réussi à reconstituer dans le paysage d'aujourd'hui des feux du passé.
Et donc, on pourrait les Si j'irais jusque-là, mais... Du moins, on sait précisément des endroits, pas forcément l'intégralité de l'étendue du feu, mais ça c'est pas grave tant qu'on sait un polygone précis dans lequel ça a brûlé. Et donc après, s'en est suivi un terrain où on a échantillonné avec des tarières, etc., pour faire des carottages de sol dans ces 3 zones. Et donc ici, vous voyez les lieux précis, et donc vous voyez vraiment les 3 types de substrats, et les points rouges, c'est les zones qu'on a échantillonnées. Donc pour chaque type de sol, on a fait 3 réplicas, donc 3 carottes dans les 3 types de sol. Donc 3 substrats et 3 carottes dans chaque substrat, ça fait 9. Donc ça fait 27. Et moi, je vous ai mis ici qu'il y avait 30 carottes. C'est parce que dans le cas d'Acher, qui est le feu le plus récent et qui est en fait le feu que Claire appelle la parcelle 619, eh bien, on peut encore voir dans l'espace l'étendue du feu, et du coup on peut potentiellement faire des carottages à l'extérieur de la zone de feu, et de ce fait-là faire des échantillonnages contrôle qui permettent de comparer zone brûlée et zone non brûlée. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que là, vous voyez, c'est moi qui ai fait les polygones, donc c'est vraiment des zones droites où je suis sûre qu'il y a eu le feu, alors que celui d'Acher, en l'occurrence, c'est un feu qui a été fait par analyse d'images satellites. Enfin, la reconstitution de l'espace a été faite par images satellites. J'ai essayé de trouver des bases de données qui, pareil, regroupent l'intégralité des feux de forêt via les images satellites, mais il s'avère qu'une caractéristique particulière de la forêt de Fontainebleau qui va avec le fait que c'est majoritairement un substrat de sable, c'est qu'il n'y a pas de feu de cime. C'est quasiment que des feux qui se propagent dans le sol et qui touchent peu ou pas les arbres. Et donc, puisqu'ils ne brûlent pas le couvert végétal, et ben, les satellites ne voient pas de différence. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas retracer de zones brûlées. Donc, il existe des bases de données à l'échelle de la France et de l'Europe pour les feux de forêt. Et en fait, il y a un seul feu dans la forêt de Fontainebleau, dans cette base de données sur les 10 dernières années, c'est le feu d'Acher. Voilà. Et puis du coup, et là c'est le moment que je vous passe un petit peu, à partir de ces échantillonnages-là, on a fait une batterie de tests assez importante qui nous a permis de déduire la quantité de types de carbone différents qu'il y avait dans les différents incréments de sol des carottes, et de cette manière-là, pouvoir potentiellement valider ou invalider des hypothèses de la manière dont le carbone pyrogénique, donc ces petites particules de charbon ou de suie, etc., se déplacent à la fois en vertical et à la fois en horizontal dans le paysage. Et la grande question qui va derrière, c'est du coup, où est-ce que passent ces carbones-là? Est-ce qu'ils sont vraiment stockés dans les sols? Et du coup, on peut partir du principe qu'ils sont enfermés pour un certain temps et que donc ils ne sont pas forcément à prendre en compte dans la grande machine globale pour 100 ans, 1000 ans. Ou alors, est-ce qu'en fait, ils s'en vont des sols, typiquement comme on l'observe dans cette hypothèse-là, où en fait, avec la pluie, avec le ruissellement, etc., les particules s'en vont avant d'être absorbées par le sol, enfin, avant d'être intégrées dans le substrat, et de cette manière-là, ils se retrouvent dans les rivières, etc. Et la question, c'est où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils se retrouvent dans l'océan? Est-ce que du coup, il y a d'autres processus qui rentrent en compte et qui font que notre idée d'avoir un stockage du carbone pyrogénique qui est sur l'échelle de 1000 ans, en fait, elle est biaisée par le fait qu'on le pense dans le sol, alors qu'en fait, il est déjà dans l'océan et que potentiellement, il y a d'autres processus de dégradation. Et c'est pour ça que la parcelle d'Acher, elle a été très intéressante. C'est que la parcelle d'Acher, en plus du coup d'être extrêmement précise en termes de zone brûlée, elle est également sur un substrat qui est particulier, c'est qu'elle est en haut d'une platière. Du coup, elle est en haut d'un relief, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, du fait qu'elle soit en haut d'une platière, on a observé des dynamiques du carbone pyrogénique qui étaient assez particulières, et potentiellement le fait que le carbone pyrogénique avait tendance à partir sur les pans de cette platière et être potentiellement stocké en contrebas. C'est vrai que nous, on n'a pas fait d'échantillonnage en contrebas, donc c'est une potentielle perspective pour cette analyse.
Et donc bien sûr, en termes de perspective et de limites de cette étude, il y en a beaucoup qui sont méthodologiques. Et donc, puisque je ne vous ai pas parlé des résultats, ce n'est pas forcément intéressant de s'étendre dessus. Néanmoins, il y a également des perspectives qui sont vraiment du coup de l'ordre de cette association entre photographie et sciences, et de potentiellement continuer à faire des recherches d'archives pour pouvoir agrémenter et compléter cette base de données, et que cette base de données, on en a l'espoir avec Joanne, puisse ensuite être mise en ligne, accessible à tous, et que d'autres chercheurs puissent s'en saisir pour d'autres questions, que ce soit du carbone pyrogénique ou autre, et de cette manière-là pouvoir faire de la forêt de Fontainebleau, qui est finalement au centre de toutes ces zones d'études, que ce soit les mines, le CEREP, etc., une zone qui soit vraiment au cœur des recherches actuelles, parce que même si elle est extrêmement archivée, etc., on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de chercheurs qui s'intéressaient précisément à ce sujet-là, et que ce soit au CEREP ou que ce soit aux mines, en fait, les chercheurs habitent à côté de la forêt, mais se concentrent beaucoup sur d'autres lieux, et qu'à partir de ce type de base de données, ça pourrait recentrer l'intérêt des chercheurs sur la forêt de Fontainebleau et potentiellement créer des dynamiques de travaux communs. Et puis en plus, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces photos, certes initialement elles n'ont pas été créées pour ça, mais du coup, contrairement à toutes nos données scientifiques où elles sont extrêmement précises, c'est des chiffres, etc., mais du coup, elles ne peuvent pas être détournées ou rarement détournées parce qu'elles sont trop précises pour contenir plusieurs types d'informations. Une photographie, c'est certes moins précis, mais néanmoins, ça contient une batterie d'informations importante. Typiquement, dans notre cas, ça contient les types de végétation qu'il y a, potentiellement l'intensité du feu, si on peut revenir à des types de quantité d'arbres brûlés, etc. Ça revient aussi au type de substrat, à la manière dont le feu a été éteint, et ça peut clairement impacter ensuite nos études de carbone pyrogénique, parce que actuellement les pompiers de la forêt de Fontainebleau, de ce que j'ai compris, en fait ils injectent des substances potentiellement un peu chimiques dans les sols, et ça éteint du coup ces espèces de feux de tourbière qui sinon se propagent et réapparaissent alors qu'on pensait avoir éteint le feu. Mais à l'époque, c'est pas ce qu'on faisait, et sur les photos, on les voit avec des seaux d'eau, etc. Et ça, ensuite, nous, on peut extrapoler pour l'utiliser dans le cadre d'un affinage de nos analyses de données, et ainsi de suite. Donc, ces photos, moins précises, mais pour autant riches en informations, qui, si on prend le temps, peuvent vraiment révéler beaucoup de secrets. Voilà, merci beaucoup. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas et parlez bien fort parce que le film, vous serez sur YouTube. Du coup, j'ai une question pour déjà, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, les photos. Je trouve les points de vue comparés, c'est vraiment génial. Donc, merci d'avoir partagé, c'était vraiment incroyable. Et du coup, dans ma réflexion, j'avais l'impression que les diptyques et ecliptiques, c'était un peu pour coller aux cartes postales de l'époque. Est-ce que c'était ça de coller un peu le format de la photo à ce qu'il y avait avant? Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Non, en fait, c'est arrivé. Enfin, moi, je m'étais déjà amusée dans des travaux très antérieurs, qui datent des fois d'il y a presque 20 ans, à travailler en diptyque, en triptyque, voire en polyptyque, des fois de 4 ou 5 images. C'est un intérêt que j'avais eu parce que c'est une chose qui était déjà faite par des photographes du 19e siècle, notamment, je pense à un photographe américain qui s'appelle Carlton Watkins, qui est un peu l'inventeur du paysage en photographie au 19e siècle. Il a notamment photographié la vallée de Yosemite, en Californie. Et il se trouve qu'il faisait ça lui arrivait de faire souvent des triptyques pour avoir. Alors l'intérêt, c'est que, c'est pas pour rien que lui s'est retrouvé à faire ça, et c'est pas pour rien qu'avec un ami photographe sur un observatoire antérieur qu'on a fait juste un an avant, en fait, celui que j'ai fait sur Fontainebleau, un observatoire qu'on a fait sur la vallée de la Seine en Normandie, qui est d'ailleurs exposé en ce moment à la Maison de l'Architecture à Rouen, si jamais vous êtes du passage à Rouen, jusqu'au 4 janvier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on veut, sur certains territoires, comme la vallée de la Seine, et c'est aussi vrai dans certains cas à Fontainebleau, sur certains sites, pouvoir avoir à la fois l'étendue et la profondeur, parce que c'est ça, quand on compose une image, en fait, on cherche à articuler l'étendue et la profondeur. Et donc, des fois, si on veut l'étendue,
disons qu'on choisit un angle assez grand et en fait on se retrouve, on perd les détails. En fait on perd la matérialité, par exemple la proximité des détails, les plans sont tous un peu ramenés au même plan en fait du fait du choix optique. Et le diptyque ou le triptyque, ça permet d'avoir l'étendue tout en pouvant articuler les plans et la profondeur et en ayant la sensation d'être plus rapproché justement de ce qui peut se passer au premier, deuxième plan, etc. Donc ce choix, il a été fait du diptyque ou du triptyque, dans certains cas, il a été fait pour pouvoir proposer des points de vue qui sont, je dirais, plus complets, plus complexes, qui permettent justement aussi de pouvoir articuler plusieurs enjeux par rapport à ce que je listais un peu des différents enjeux, mais de pouvoir montrer, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute première photographie que j'ai montrée, où on voit deux allées qui sont avec des alignements de pain Douglas. En fait, si je faisais une seule image, disons que j'aurais probablement photographié juste une allée. Et là, or, il se trouve que ces alignements de pain Douglas, c'est quasiment une espèce de structure de ces parcelles à ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs allées qui sont entourées de pain Douglas. Et en fait, le diptyque là permet de montrer justement que c'est un système d'allées et que c'est pas juste une allée à un endroit. Enfin voilà, c'est un exemple. Mais je veux dire, on pourrait détailler le diptyque où je vous ai montré le rapport avec la mare, en me disant, en fait, la partie droite du diptyque, elle correspond au point de vue ancien, généralement adopté par les photographes à l'époque. C'en est une qui est bien plus loin, mais c'est pas grave. Mais en fait, et je vous ai dit, il y a un arbre très flagrant qui se grand chêne qu'on voit, et aujourd'hui, quand on va au même point de vue, l'arbre qui est assez impressionnant, c'est une espèce de boulot comme ça qui part en feu d'artifice, là, quasiment, qui est assez étonnant. Et donc je me suis dit, en fait, moi, si je veux marquer dans le paysage que j'ai sous les yeux, là, l'arbre qui est un peu remarquable, si je veux à la fois le point de vue ancien de la mare et l'arbre qui est un peu marquant dans le paysage à cet endroit-là, en fait, il faut que je fasse un diptyque. Voilà. Donc, c'est jamais gratuit, quoi. C'est jamais juste pour le plaisir de faire un diptyque ou un triptyque, c'est en général, dans certains cas particuliers, par rapport à justement, pour la volonté aussi de caractériser topographiquement le site, c'est-à-dire de se dire, je veux qu'on puisse... Moi, en fait, j'étais obligé de me dire aussi dans 100 ans si les humains existent encore, que la planète n'a pas complètement explosé ou implosé, et que, voilà, normalement, il y a quelqu'un qui est censé venir faire des photographies à cet endroit-là. Je ne sais pas tous les combien, sur quel pas de temps les images vont être reconduites, là, régulièrement, mais un observatoire qui est vivant, disons, régulièrement, il y a des campagnes pour reconduire les points de vue. Donc, dans 100 ans, normalement, de la même façon que moi je suis allé sur des lieux où il y avait des photographes qui, il y a 100 ans, ont fait une carte postale, quelqu'un va venir faire des images. Alors peut-être ça sera un drone piloté depuis un abri anti-atomique, j'en sais rien, mais voilà. Mais c'était assez étonnant finalement d'être dans ce jeu de projection, de me dire moi-même je suis à un endroit où quelqu'un a fait une image, un dessin, une peinture il y a 150 ans, et j'imagine, j'essaye de faire mon point de vue en imaginant que quelqu'un va peut-être revenir à cet endroit-là faire la même chose. Et voilà, mais donc là il m'a semblé par exemple que souvent il fallait un diptyque parce que je ne sais pas ce que sera ce boulot dans 100 ans, mais peut-être qu'il en restera une trace. Je parle beaucoup trop longtemps. Et justement, du coup, techniquement, comment vous replacez les points de vue pour être toujours à l'endroit? Est-ce que c'est par les coordonnées GPS? Est-ce que vous avez un signe physique? Il y a une sorte d'appareillage de données, en l'occurrence un tableau Excel en fait, qui rassemble les informations techniques de base, c'est-à-dire format du capteur de l'appareil photo, optique, hauteur de l'appareil photo, et un point GPS. Après, le point GPS, il est jamais... c'est-à-dire qu'il est précis à 1 mètre près, quoi, on va dire, quoi. En tout cas, celui que je prends moi, je n'ai pas un appareil au centimètre près, quoi. Alors, tant que c'est moi qui fais des reconductions, c'est assez étonnant. Des fois, je sais, il y a une sensation physique par l'expérience, c'est-à-dire je sais que mes pieds étaient à cet endroit-là, parce que des fois, il suffit qu'il y ait un petit rocher, enfin voilà. Donc, moi, en général, j'arrive à retrouver... je dirais à 5 ou 10 cm près mon point de vue. Il y a même des endroits où, quand j'y retourne 6 mois après, il y a encore les traces de mes pas, en fait. Voilà. Parce que des fois, je suis restée assez longtemps, donc ça a un tout petit peu tassé le sol. Ça, c'est assez drôle. Il y a des endroits où c'est pas possible, il y a des endroits où on est dans des grandes mers de sable,
Et là, en fait, on a beau penser qu'on est à peu près au même endroit, c'est pas toujours très certain, quoi. Mais voilà, disons que mais alors ça m'est arrivé de faire des reconductions aussi, justement quand j'essaie de faire une reconduction d'après une carte postale ancienne, là j'ai pas je le fais visuellement avec les éléments que j'ai dans l'image. Et en fait il y a toujours un moment où il y a suffisamment d'éléments en fait qui permettent de se dire qu'on est à la fois dans la linéarité et dans la hauteur, que les rapports entre les éléments font que normalement le point de vue il peut cut là, quoi. Si c'était pas joué dans la perspective de la peinture. C'est ça. Bon, après, il y a. Enfin voilà, c'est parce que aussi, je suis partie d'œuvres à partir desquelles c'était possible, justement. Comme le dessin, justement, avec les rochers, etc. Voilà, c'est pas le cas de toutes les œuvres anciennes. Il y en a plein qui sont dans des sites assez indéterminables, en fait. Mais moi, c'est une des choses qui m'a intéressée, parce que quand j'ai commencé le travail, j'ai fait ce truc tout bête, j'ai tapé forêt de Fontainebleau dans Google Images. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'en fait, il y avait énormément d'images qui n'étaient pas situables. C'est-à-dire qu'il y a une quantité, une masse infinie d'images génériques en fait, de la forêt. On se dit, ah bah très bien, c'est la forêt. Éventuellement, on se dit, ah tiens, c'est la forêt de Fontainebleau, parce qu'on connaît un peu des caractéristiques de ce qu'est la forêt de Fontainebleau. Mais en fait, la plupart des images ne sont justement pas situables. Et moi, c'est une des choses que j'ai vraiment cherché à faire, c'est d'essayer de produire des images. Parce que aussi j'ai découvert qu'en fait il y avait plein de lieux extrêmement différents, plein de milieux très différents dans la forêt, et que justement l'enjeu c'était de produire des images qui étaient quand même situées et situables. Parce que ce qui existe est situé et situable, quoi, en fait. Et voilà. Donc ça effectivement c'est une façon, d'où aussi le diptyque ou triptyque pour justement être précis dans ce rapport à la topographie, dans ce rapport à la spécificité que des fois on a des grands points de vue ou des landes, mais en fait telle lande de telle platière ne ressemble pas en fait à telle autre lande de telle autre platière, et que l'air de rien, en fait c'est des milieux qui sont peut-être proches, mais en fait la biodiversité n'est pas tout à fait la même. Et voilà, je ne sais pas à quel point. Alors après il y a des limites, un observatoire photographique ça a des limites, parce que le paysage c'est une échelle, c'est un rapport d'échelle aussi qui a des limites, c'est-à-dire que ça m'a amusé des fois, il y a une autre mare là qui est pas loin, que j'ai photographiée aussi. Je sais qu'on voit une grenouille à un moment donné sur un nénuphar. Et déjà, il y a un nénuphar, c'est étonnant, c'est des mares qui sont à 150 mètres, elles n'ont pas du tout la même. Il y a une mare en pleine forêt de Fontainebleau avec des nénuphars, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, etc. Parce que c'est. Et donc, moi, je sais qu'il y a une grenouille, je sais qu'on la voit, je sais où elle est, mais en fait, effectivement, on a une échelle qui est pas celle, l'échelle de la grenouille et pas celle du paysage dans l'acception un peu classique de la représentation, de ce qu'est le paysage en représentation. Mais ça pose plein de questions, et ça pose, sur la forêt sur la vallée de la Seine par exemple, mon collègue photographe, là, Maxence Riflet, comme on était aussi sur des milieux avec un naturaliste, avec des pelouses calcicoles très singulières, ou le naturaliste qui nous emmène là, il nous dit, ah mais là on est à un des plus hauts lieux de biodiversité d'Europe. Enfin, moi je vois juste une pelouse, que je vois des brins d'herbe, quoi, en fait. et il nous dit, il y a 50 espèces au mètre carré là. Et donc, on se dit, ah, c'est extraordinaire. Nous, photographiquement, on est démunis pour montrer ça, si l'enjeu c'est de montrer un paysage où on a à la fois la morphologie géologique de la vallée, le coteau, la falaise, etc. Enfin, on voit qu'il y a de la pelouse, quoi, mais en fait, on ne peut pas montrer qu'il y a 50 espèces au mètre carré, quoi. Mais il a fait du coup une œuvre complémentaire, qui du coup est hors de l'observatoire, mais qui est en dialogue avec la photographie de l'observatoire, et qui a une sorte d'herbier. En fait, il est reparti de la méthode des quadras. Il a photographié le botaniste en train de faire un quadrat sur la pelouse, et en même temps, il a fait une sorte d'herbier, parce qu'ils ont fait un relevé, en fait, une sorte d'herbier photographique avec le morceau de pelouse, et autour, l'ensemble des plantes sous forme d'herbier, en fait, qui est représenté. Voilà, donc en fait, il faut inventer, ça oblige aussi, si en tant que photographe, on cherche à donner une forme finalement à cette biodiversité-là, il faut sortir de la forme de l'observatoire, qui est un dispositif, qui a un mode de fonctionnement. Si on veut que ça fonctionne, il faut s'y tenir, et en même temps, si on veut que ça fonctionne, il faut aussi réussir à en sortir, à inventer des nouvelles formes, quoi. Mais de la même façon que toi, tu dois inventer une nouvelle façon d'envisager tes hypothèses, etc. Pour chercher ce que tu cherches à trouver. Moi j'aurais une question, mais avant je voulais vous remercier tous les deux pour votre présentation. C'était très
très intéressant, très appréciable. C'est cool d'avoir de nous parler de quelque chose qui est à côté de nous, quoi. Et je me demandais comment la photographie, par ce travail de photographie, on pouvait aussi peut-être interroger les usages qu'on a de la forêt ou la façon dont on a considéré, et notamment aussi au vu des résultats scientifiques qu'on peut avoir. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que bon, on a arrêté, on n'a plus de cycle d'incendie, on n'a plus de pâturage dans cette forêt, on n'a pas trop de gros herbivores non plus. Enfin, du coup, la forêt s'emboise, les milieux se ferment. Et ça, donc, ce serait de la libre évolution, mais en fait, d'un certain point de vue, c'est aussi une libre évolution où on n'a pas d'incendie, on n'a pas aucun herbivore, aucun brouteur, etc. Et est-ce que via la photographie, par exemple, on pourrait interroger la conception qu'on a de la forêt qui est on laisse et elle s'emboise, elle se ferme complètement, et en fait, on se retrouve à ouvrir la tronçonneuse, peut-être un incendie ou ouvert tout seul. Donc, moi, ça m'interroge et je me demande comment la photographie pourrait peut-être traduire ça, traduire même les résultats de la recherche, qui pourrait dire que j'en sais rien, je me dis que le carbone pyrogénique, stocke plein de carbone, du coup on a intérêt à avoir quelques incendies, je sais pas. Mais je pense que Claire a donné une partie de la réponse tout à l'heure quand elle disait que plus que des gens qui pensent que la forêt ça se ferme tout seul, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la forêt c'est immobile. Et du coup, quand on regarde les photos de Claire, on se rend vraiment compte que la forêt, elle évolue énormément en très peu de temps, qu'on passe d'une bruyère à un arbre et que les choses se ferment et se rouvrent en fonction d'événements un peu de catastrophes. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'on voit dans les photos de Claire et qui appelle à réflexion. Mais moi, toutes les questions que tu soulèves, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi par rapport à ce type de questions que l'ONF s'engageait, par exemple, dans un observatoire sur la forêt de Fontainebleau. C'était étonnant d'ailleurs parce que ce dispositif d'observatoire, comme j'ai dit, il existe depuis 40 ans. Il est souvent porté par des parcs naturels régionaux. Il y a pas mal de parcs naturels régionaux qui ont un observatoire photographique. Mais parfois aussi des communes, parfois, c'est assez divers. Et c'était assez étonnant, étant donné tout l'antécédent iconographique sur la forêt de Fontainebleau, qu'en fait, il n'y ait pas eu déjà un observatoire sur un tel territoire. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que toutes les questions que tu soulèves, c'est des questions qui se posent. La question de comment gérer la forêt aujourd'hui, comment gérer une forêt qui est aussi spécifique en plus que celle de Fontainebleau. Et pour avoir vu d'autres forêts ONF, c'est vraiment très particulier. Elle est quand même extrêmement protégée, cette forêt, en fait. Et j'ai une anecdote assez drôle. C'est qu'il y a aussi, par exemple, photographier une parcelle de ce qu'ils appellent les parcelles de régénération. Donc, où ils font une coupe, mais en laissant un certain nombre d'arbres et en laissant justement la forêt se régénérer toute seule à partir de grands arbres qui par exemple, une parcelle de chênes, où les chênes, les glands sont censés faire en sorte que les grands chênes qui sont restés sont faire en sorte que la forêt se mette à pousser. Et en général, ces parcelles, pendant un certain temps, elles sont grillagées pour empêcher que les cervidés, par exemple, aillent se nourrir dans cette parcelle-là et du coup que les jeunes pousses d'arbres puissent pousser tranquillement, etc. Et donc, voilà, moi j'ai fait un point de vue en parcelle de régénération. Et puis au fur et à mesure que je reconduisais le point de vue, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que... il y avait un petit pin qui poussait, puis il y avait un autre arbre, je sais plus, et puis les branches basses, c'était un peu... j'avais l'impression qu'il y avait un forestier qui était passé à certains endroits. Je me suis dit, tiens, ils ont dû enlever quelques branches basses, parce qu'ils, je sais pas quoi, ils veulent que le pin il pousse droit. Je sais pas, je me suis inventé une histoire en fait. Et quand j'ai montré la photo, ils m'ont dit, ah mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, nous on a grillagé pour qu'il passe cervidé, mais en fait, manifestement, d'après tes photos, il y a un cervidé ou des cervidés qui se baladent dans la parcelle en fait. Parce qu'en fait, c'est juste que une biche ou un chevreuil a mangé les branches en fait, quoi. Donc en fait, je dirais presque par hasard, mes photographies ont permis de se rendre compte qu'il y avait probablement un cervidé dans une parcelle où il n'est pas censé y en avoir. Voilà. Mais donc, tu vois, c'est une façon de te répondre et oui et non. Je sais pas si la photographie. En tout cas, je pense que la photographie ne sert pas à régler tous les problèmes de la forêt, ça c'est sûr. Mais ça a donné lieu à des constats qui étaient intéressants, qui n'étaient pas forcément toujours ceux qu'on attendait en fait.
mais qui étaient toujours, voilà, qui permettent toujours quand même d'interroger ce qui se passe en forêt et pour l'ONF en premier lieu, enfin pour le commanditaire en premier lieu, c'est ça qui nous a... C'est que c'est un outil de réflexion pour eux, quoi, vraiment. D'autres questions? Moi j'avais plein de questions, mais en fait vous avez répondu à toutes mes questions dans votre présentation, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore pour vous, je trouve ça génial, j'ai adoré. Enfin, c'est trop intéressant ce que vous faites toutes les deux et c'est vraiment très complémentaire. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci.